Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon 9e épisode de Podcast Tricot. Pour me représenter rapidement, moi c'est Léa. Je tricote depuis peut-être 3 ans maintenant, je pense. Je vis en Islande depuis 1 an et demi et donc je vous fais des vidéos bilan de mes tricots, de ce que j'ai tricoté durant le mois précédent. En général, j'essaie de faire une vidéo par mois. Alors, comme vous l'aurez pu le voir pour ceux qui me suivent, j'ai pas été très assidue sur YouTube, on va dire. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, qui est ma vidéo du mois de septembre, ma vidéo bilan du mois de septembre, que j'ai bien tournée début octobre, tout bien comme il faut, mais que j'ai mis 2 mois à monter et à mettre sur YouTube. Alors à l'heure où je vous parle là, on est le 1er décembre, et j'ai quasiment fini de monter ma vidéo, mais je ne l'ai toujours pas mise sur YouTube. Donc normalement elle devrait très bientôt sortir. Et, et voilà, et je vais pouvoir sortir celle-là, j'espère pas au mois de janvier. Cette vidéo là que vous regardez actuellement est donc ma vidéo bilan de ce que j'ai tricoté durant les mois d'octobre et novembre. Je voulais m'excuser pour la luminosité de cette vidéo. Je ne sais pas si ce sera vraiment très problématique, mais en gros il fait nuit et je filme uniquement avec des lumières artificielles. Donc j'ai essayé de jouer un peu sur les différentes lumières et sur les paramètres de mon appareil photo pour pas que ce soit vous savez, une teinte trop jaune, etc. Donc je filme de nuit parce que je suis en Islande et en Islande en hiver il n'y a plus beaucoup d'heures de jour. On se rapproche beaucoup du solstice d'hiver là. Le solstice d'hiver, il me semble qu'il y a 4 ou 5 heures de jour uniquement, mais bon après les heures de jour sont pas très lumineuses parce que le soleil est très bas. Mais bon, là maintenant on est donc le 1er décembre, on n'est pas encore au pire, mais on a quand même des journées assez faible luminosité. J'ai une lumière de luminothérapie que j'utilise le matin pendant mon petit-déj pour essayer d'habituer mon corps et que ce soit pas qu'il n'ait pas l'impression que ce soit le moment de dormir toute la journée. Bref, du coup, oui, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas trop le choix, je filme quand il fait nuit, et c'est comme ça, parce que on est dans des conditions, les conditions d'Islande, et il faut faire avec. Je vais donc enfin pouvoir vous parler tricot, avec donc mon premier objet dont j'ai à vous parler, qui est mon premier objet terminé, et qui est également ce que je porte. Et donc ce que je porte, il s'agit du pull Ensilemi de Clara Pushkin. Et c'était un pull que j'ai réalisé en test. Donc vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes où je parlais de ce pull-là. Et j'avais en réalité déjà réalisé un test pour Clara Pushkin. Il s'agit du Ruska Pullover. Un pull, c'était le pull que j'avais lors de ma vidéo précédente. Je vous remets une photo ici. Et ça, c'est une version un peu plus hivernale, un peu plus cosy et un petit peu plus travaillée aussi du modèle Ruska Pullover. Et donc les deux, je les avais réalisés en test. La différence avec le Ruska Pullover, qui est une version un peu plus automnale, avec une forme un peu plus blouse, une encolure dégagée, des manches 3/4, une coupe un peu crop. Celui-ci, on est vraiment bien sur un pull d'hiver bien douillet. Donc, je vais décaler ma tasse et je vais vous montrer un peu plus en détail. Là, si vous regardez ici,
Ah oui, j'avais peur que la luminosité soit pas très bonne, mais au contraire, la lumière un peu venant sur le côté, ça met en valeur les torsades. Donc ce pull-là, ainsi que le Ruska Pullover, se caractérisent par des torsades que l'on a en fait tout le long des manches et également sur le yoke. Et donc ce pull-là, par rapport au Ruska Pullover, on voit qu'il a des côtes, donc une encolure double au niveau de l'encolure, des poignets et du bas du pull. Et en fait, les poignets et le bas du pull, ce qui est différent par rapport au pull, voilà, aux autres modèles de pull, c'est des côtes doubles. En fait, on a juste des côtes ici, et ensuite on continue en jersey, et on replie. Et ce qui fait un truc vraiment très moelleux, très cosy sur ces parties-là. Alors le bas du pull, ça a un peu moins d'intérêt, mais les côtes des poignets, je trouve ça vraiment bien. Ça tient bien en place, et ça fait vraiment quelque chose de très cosy. On a toujours, comme sur le Ruska Pullover, des tailles hyper chouettes. Là, vous voyez cette torsade-là qui vient en fait courir, rejoindre tout le bas des manches et continuer là, sous la manche également. Voilà, et l'autre partie de la torsade qui vient rejoindre ici, partir sur devant et de l'autre côté aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de un modèle très bien pensé. Je vous montre aussi le dos, mais c'est pareil, hein, on a les mêmes torsades. Vous voyez bien là? Voilà. Ah oui, et donc du coup, les autres différences avec le Ruska Pullover, c'est, comme vous aurez pu le voir, il y a des poches. C'est ultra cosy. C'est trop bien. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petites poches, je trouve ça vachement original. Et on a également... alors c'est pas forcément facile à voir, je pense, en vidéo, mais en tout cas en confort, ça se ressent. On a des rangs raccourcis ici, pour un peu plus suivre la courbure de l'épaule. Donc vous voyez que là, on n'a pas le même angle entre ces deux losanges-là. Là, c'est un peu plus rapproché. Alors ce modèle, il se tricote en aiguille 5 mm avec une laine d'épaisseur worsted. On est sur un échantillon de 16 mailles. Donc moi, j'ai choisi de la tricoter en pleutelopie, tenue en double. Donc la pleutelopie, c'est cette laine-là. C'est des laines non filées. Enfin, j'ai appris récemment qu'en fait en français, ça se disait du pré-filé. Parce que bah, c'est... Comment dire c'est un peu filé, mais pas trop. C'est un peu filé, c'est-à-dire que ça a la forme d'un fil. Mais je suis en train de chercher le bout depuis tout à l'heure, mais je ne trouve pas le bout de ma laine. Ok, c'est un fil qui n'est pas... Enfin, voilà, qui a quand même une forme de fil. On voit bien un fil qui se distingue, mais c'est absolument pas retordu. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle du pré-filé. Alors qu'en anglais, c'est unspun, et unspun, ça veut dire littéralement non filé. Voilà. Et du coup, oui, c'est de la laine islandaise, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pleutelopie. C'est une laine que j'apprécie énormément, qui n'est pas du goût de tout le monde, parce que c'est la laine islandaise, donc c'est rustique. Mais je sais pas, je la trouve vraiment très agréable. Je la trouve, le fait qu'elle soit justement pas retordue, je la trouve plus agréable que la lietlopi, qui est aussi une laine islandaise, vraiment la même épaisseur que de brun de pleutelopie, mais un peu moins douce, on va dire. Un peu moins... ça ressemble un peu moins à... Comment dire, un peu moins moelleux, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc là, je sais pas si vous voyez bien au niveau de la luminosité, mais en gros j'ai utilisé deux coloris différents de pleutelopie, un blanc et un beige
très clair, que j'ai tenu ensemble pour avoir un peu plus de nuances. Alors ça reste très très subtil, hein, mais j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans 2 de mes vidéos précédentes où j'avais fait des petits échantillons pour vous montrer. Mais voilà, Plötulopi. Et aussi, c'est la laine islandaise. Donc c'est une laine rustique qui peut quand même gratter pas mal de personnes. Mais elle est surtout extrêmement chaude. Là, personnellement, je boue, je crève de chaud. Ouais. Vraiment, laine islandaise, pour moi, c'est, je pense, la laine la plus chaude que j'ai jamais tricotée. Ça fait des pulls vraiment hyper chauds et assez légers parce que c'est une laine très gonflante vu qu'elle n'est pas filée. C'est un pull que j'ai beaucoup apprécié tricoter. Quand j'avais fait le Ruska pullover, c'était mes premières torsades. Et en fait, j'en ai pas refait beaucoup depuis. Et vraiment, c'est des torsades qui sont, je trouve, très simples pour débuter. Parce qu'on a alors ces torsades-là, celles-là et celles qui sont sur le dessus de la manche. Celles-là, qui sont vraiment hyper simples. C'est juste 2 laines, enfin 2 mailles qu'on va échanger de place, quoi, mettre l'une sur l'autre. Et les formes de diamants là, et ben c'est aussi une seule maille à chaque fois qu'on vient en fait changer de place. Voilà, c'est ça. Et avec un fond en jersey en vert. Donc voilà, vraiment c'est la base des torsades. Et mais c'est bien quand même. Enfin, notamment là, on apprend à faire des rangs raccourcis en même temps que les torsades. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Je vous ai pas parlé d'un truc hyper important sur ce pull, c'est la construction de ce pull qui est hyper original. En fait, c'est on tricote en premier les manches et le yoke. Et en fait, on vient commencer ici. On commence au milieu. On fait un côté, donc le yoke, tout en faisant aussi l'arrière, puis on rejoint au milieu pour les épaules, puis ensuite on rejoint là pour la manche et on peut commencer à tricoter en rond pour la manche. Et ensuite, là, on vient relever des mailles ici. Et là, comme on est en jersey en vert, il y a une petite technique particulière pour pas que la couture se voie. Et donc ça, c'est... Donc Clara a fait un tutoriel sur sa chaîne YouTube et je trouve que c'est vraiment bien fait. Enfin, son tutoriel est bien fait et ça permet, si vraiment je me rapproche, je pense qu'on voit un petit peu quand on regarde de près, mais honnêtement, ça reste très discret. Voilà, donc elle explique bien ça sur son tutoriel. C'est vraiment top. Donc c'est vraiment plein de nouvelles techniques qu'on apprend avec ce pull. Pareil, mais toutes les techniques un peu compliquées, elle les met en vidéo. Ensuite, autre modèle que j'aimerais vous présenter. Donc c'est mon deuxième objet terminé et c'est également un pull. Et c'est également, donc c'est le deuxième pull que j'ai tricoté en test lors du mois de septembre-octobre. Voilà, donc ça c'est un pull islandais très typique que j'ai fait en test pour Raquel qui s'appelle Knitter from Iceland sur Instagram et qui fait énormément de patrons, de pulls islandais qui sont trop beaux. Et donc celui-ci c'est le pull Nostra et il se caractérise par un yoke comme tous les pulls islandais. Donc c'est un pull qui se commence du bas vers le haut, c'est la construction typique des pulls islandais. Où on tricote séparément le pull puis les manches et ensuite on rejoint l'ensemble et on tricote le jacquard. J'ai tricoté ce pull en lietlopi, donc toujours en laine islandaise, mais qui a plus une forme de pelote. Voilà, je vous remettrai les coloris ici si ça vous intéresse.
Donc ce pull-là, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 mm. On est plus sur un échantillon de 18 mailles pour ce modèle-là, pour la Liette Lopi. Du coup, dans mon épisode précédent, en fait, quand j'ai filmé début octobre, j'avais quasiment terminé le pull et je m'étais arrêtée à peu près par là, au milieu de cette couleur un peu kaki. Je m'étais arrêtée là en vous disant qu'il me manquait que j'étais arrivée au bout de ma première pelote et que ça m'embêtait parce que j'avais pas envie de racheter une pelote pour pas grand chose. Mais au final, en fait, j'ai pas utilisé juste 2 mètres. J'ai pas mal utilisé ma pelote. Je pense à peu près la moitié. Donc voilà, je pense que ça valait le coup. Ce que je vous disais aussi dans ma vidéo précédente, c'était que à l'endroit où je m'étais arrêtée aussi, je savais pas exactement. J'attendais des nouvelles de Raquel, donc la designeuse, parce que je lui ai demandé si je pouvais faire des rangs raccourcis, parce que le modèle n'en prévoit pas. Et donc moi c'est hyper important de faire des rangs raccourcis au niveau du confort du vêtement. Elle m'a dit ok, elle avait juste besoin que pour le test, je lui dise exactement la quantité de laine que j'avais utilisée. Donc j'ai juste pesé ma laine juste avant de faire les rangs raccourcis, et ensuite pesé ma laine juste après, pour savoir combien j'avais utilisé de laine pour faire ces rangs raccourcis. Et je crois que j'ai utilisé 3 grammes, pour info. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté... Alors, comment j'ai fait ces rangs raccourcis? Je reprends mes notes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma maille centrale du devant, là. Et j'ai calculé en fait 12 mailles de part et d'autre. Je pense que ça devait arriver à peu près par là. J'ai mis un marqueur pour marquer ces mailles-là. Et ensuite, je me suis lancée dans mes rangs raccourcis. Et en fait, je faisais mon demi-tour, 3 mailles avant mes marqueurs, puis ensuite pour les autres allers-retours, 3 mailles avant la maille double. Et comme ça, j'ai fait au total 4 allers-retours. Donc au final, 8 rangs en plus. Ce qui fait que j'avais de chaque côté, en fait, à la fin, j'avais 4 mailles doubles qui ont été créées. Et ensuite, à la fin de ces 8 rangs au total, j'ai fait un rang avec des aiguilles 3,5 qui sont en fait les aiguilles du col. J'ai fait un rang complet pour récupérer en fait ces mailles doubles et voilà pour tricoter les mailles doubles en tant que maille simple et pour revenir à un aspect normal, on va dire, de mon rang. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Voilà, je suis contente d'avoir fait ces rangs raccourcis. Et donc j'aime vraiment beaucoup ce pull. Il y a juste une remarque, un truc qui va pas trop. En gros, j'ai l'impression que le yoke, là, partie du yoke, il est un petit peu trop serré. Alors on voit qu'en fait il a quand même encore de la marge, il peut encore s'étendre, mais pas serré à ce niveau-là, mais plutôt l'échantillon en fait de la partie jacquard ne va pas du tout. Je me suis rendu compte de ça. Au lieu d'avoir 18 mailles, je suis plutôt sur du 20, voire même parfois 22 mailles pour 10 cm. Et en fait, on dit souvent que le jacquard, quand on tricote en jacquard, on tricote beaucoup plus serré et que en général, c'est bien d'augmenter d'une taille d'aiguille sur la partie jacquard pour réussir à avoir un échantillon correct. Et moi, j'ai pas fait ça, et généralement, je fais pas ça parce que j'ai l'impression que quand je vois des personnes qui ont fait ça, j'ai l'impression que ça se voit en fait, qu'on n'est pas sur la même taille d'aiguille, qu'on a des mailles plus grosses sur la partie jacquard. Et moi, ça m'a toujours dérangée. La plupart du temps, je le vois, et du coup, j'ai jamais voulu faire ça sur mes propres tricots. Mais là, je me rends compte qu'en fait,
c'est trop serré quand même. Ça va pas, donc faut quand même faire quelque chose. Donc soit faut que j'essaie de me détendre au maximum et de rendre mon tricot encore plus lâche. Dans ma vidéo précédente, justement, j'en parle en fait. J'avais pas encore bloqué mon pull, mais au moment où je vous le montre, je vous dis que j'ai l'impression que qu'il y a certaines parties là qui gondolent un peu, sont un peu serrées. Alors, en réalité, ça a complètement disparu grâce au blocage. J'ai essayé de pas mal l'étirer. Mais voilà, ça montre peut-être que je fais encore des jacquards trop serrés. Pourtant, j'ai l'impression de bien tirer mes mailles. Vous savez, une des techniques, c'est vraiment avant de mettre au moment où on change de couleur, quoi, on étire bien toutes les mailles qui vont être... Enfin, là où il va y avoir le fil flottant. On étire toutes les mailles bien correctement. Il ne faut pas que les mailles elles soient toutes rabougries. On étire les mailles sur l'aiguille droite et ensuite on fait passer, on tricote avec l'autre couleur. J'ai l'impression de bien faire ça correctement, mais bon, je pense que ça suffit pas. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... Enfin, je peux vous montrer, hein, je vais l'essayer, ce sera plus simple. Voilà pour ce pull. Non, c'est vrai qu'il est vraiment beau quand même. Donc, mon jacquard, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vous voyez la façon, voilà, comment je me tiens et tout, mais qu'en gros là, je pense que vous le voyez, hein, là il y a un petit pli à ce niveau-là, où en fait, là je pense que vous le voyez, hein, où en fait je pense que mon yoke il remonte trop haut, il est trop haut. De 1 et de 2, bon ça c'est peut-être aussi la façon dont le pull est fait, mais en gros le col, vous voyez sur mon modèle sur le Ancillary Sweater, le col double s'arrête bien ici là, avant de monter sur le cou, alors que là le col en fait il est bien à la base du cou et il monte, et ça j'aime pas. J'aime pas du tout. Soit on a un col roulé, et du coup, enfin un col roulé ou un col montant, et on a le col qui vient monter sur le cou. Mais un simple col rond, moi j'ai besoin que ça se place comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup quand un pull se place parfaitement bien, comme ça, à la base du cou. Et c'est le cas de mon Ancillary Sweater, et c'est le cas de la plupart de mes pulls. Et celui-ci, c'est pas le cas, mais je pense que c'est pas à cause du patron. Mais peut-être à cause justement de mon jacquard qui est trop serré. Parce que s'il était un peu moins serré, en fait, ça permettrait de venir tirer ici et tout serait un peu plus grand et viendrait se poser un peu mieux. Je pense. Et en même temps, je me dis que si c'était plus grand, j'aurais j'aurais des emmanchures trop tombantes. Donc je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, il n'empêche que j'ai quand même ce pli-là qui me dérange pas mal, que je trouve pas très esthétique, et j'ai toujours cette impression que ça vient trop me tirer là sur le cou. Donc je me dis, heureusement que j'ai fait les rangs raccourcis. Sinon ce serait encore pire cette sensation. Mais je pense que ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ça, c'est que je défasse un petit peu cette zone là, et qu'en fait je vienne faire mes rangs raccourcis 1 ou 2 rangs plus tôt que là où je les ai faits. Voilà, et ensuite j'ai une autre idée aussi pour terminer mieux l'encolure de ce pull, c'est faire un col en côte qui est terminé, donc en côte simple, et qui est terminé par un bord rouloté. Alors ça c'est quelque chose qui a été énormément mis à la mode par Petite Knit, mais dans les pulls islandais, en fait c'est pas mal, notamment avec un des modèles de pulls islandais les plus connus, qui est le Ridari. Je vais vous le mettre là, c'est vraiment... je pense un des plus connus, un des plus vendus, et voilà, et des plus tricotés pour ceux qui veulent des pulls islandais très traditionnels.
Et ce modèle-là, il a ce petit col rouloté et que je trouve assez joli. Voilà, donc je pense qu'en fait, je pense que je vais faire ça. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai plein de trucs à tricoter là, mais je me motiverai un jour à faire ça, à détricoter un petit peu, faire mes rangs raccourcis, les commencer un peu plus bas pour avoir moins de matière ici et terminer par un col en fait un peu moins haut que ça. Voilà. Voilà, voilà. Mais sinon, ça m'empêche pas de le porter. C'est un pull que j'adore, que je trouve vraiment extrêmement beau. Mon copain m'a dit que c'était le plus beau pull que je n'avais jamais tricoté et qu'il m'allait extrêmement bien. Donc voilà, donc venant de lui, c'est assez incroyable parce qu'il n'aime pas les pulls islandais. Il n'aime pas cet aplat de couleurs et de motifs là, il a l'impression qu'on a un truc posé sur le corps. Voilà, bon, faut pas chercher. Mais il m'a quand même dit que c'était le plus beau pull que j'avais tricoté, donc ça veut dire qu'il est vraiment beau. Je remets mon pull blanc pour la suite de la vidéo. Ensuite, le prochain projet terminé que j'ai à vous présenter, c'est un ensemble de cadeaux de naissance. Voilà, donc il se compose de ça. La chaussette, on la voit pas, c'est la même couleur que mon pull. Voilà, donc un petit ensemble hyper mignon. C'était la première fois que je tricotais des projets pour bébé. Et c'est juste adorable. C'est adorable et ça va quand même relativement vite. Alors pas aussi vite que ce que j'avais espéré, mais bon. Alors je vais vous les présenter un à un rapidement. Alors déjà je vais vous parler de la laine que j'ai utilisée. Donc c'est la Drops Baby Merinos. Les coloris, je sais plus. Là on a le coloris blush, je crois que l'étiquette ça correspond à celui-ci, donc 48 blush. Et ça c'est la couleur je crois naturelle. Je vous remettrai les noms exacts si ça vous intéresse. Donc Drops Baby Merinos qui est quand même hyper connu, c'est de la laine épaisseur plutôt épaisseur sport il me semble, 50 grammes pour 175 mètres et c'est de la 100% laine mérinos, super wash. Voilà, j'ai déjà dit que j'aimais pas la laine super wash, mais je pense que pour des cadeaux de naissance, donc pour des bébés c'est quand même pas mal parce que bon voilà, ils vont beaucoup se tacher. Ça peut être pratique de juste les mettre à la machine et voilà. Et puis je sais pas trop non plus si les parents sauront voilà exactement comment voilà, être très délicat vis-à-vis de la laine. Si je leur dis que c'est super wash, au moins ils pourront le passer en machine et ils se poseront pas de questions, ils ne l'abîmeront pas. Voilà, donc pour moi c'est une des seules raisons de prendre de la laine superwash, c'est vraiment pour ça. Donc pour ces cadeaux de naissance, j'ai utilisé que des patrons gratuits, donc je vais vous présenter maintenant. Là, ici, on a un petit bonnet, donc c'est de la marque Jarbo, qui est une marque, je sais plus, suédoise ou norvégienne, un truc comme ça, qui est une marque de laine, mais qui font également toute une collection de patrons gratuits. Donc ça c'est assez chouette, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Ils ont pas mal de modèles, et qui sont assez sympathiques je trouve. Et donc ça, c'est le numéro 92 818, Vettel Baby Cap. Bon voilà, je sais pas exactement, je pense que c'est ça le nom du modèle. Donc c'est un petit bonnet qui a un petit peu de jacquard et qui se caractérise aussi par des petites ear flap, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais en français, mais en gros c'est des trucs pour protéger les oreilles quoi. Et je trouve ça vraiment pas mal pour un bébé parce que il a vraiment toute la tête enveloppée comme ça. J'ai utilisé des aiguilles 3 mm et 2,5. Donc 3 mm pour toute la partie du bonnet et 2,5 pour les côtes. Et sachant que
ce patron est assez original pour ça et je l'ai trouvé hyper ingénieux. C'est qu'en fait, les côtes, non seulement c'est tricoté en aiguille plus petite, ça c'est la base, mais en fait, c'est tricoté en double épaisseur. Double épaisseur et aiguille plus petite. Donc le combo des deux, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte ici là, mais en fait, ça nous fait quelque chose de hyper dense. Vraiment très très épais et très très dense. Et je trouve ça assez intelligent d'avoir fait ça pour un bonnet qui est censé tenir chaud et pour vraiment la partie oreille là. Il faut que ce soit quand même dense pour que l'air passe pas et que ce soit chaud. Donc toute la partie côte et toute la partie oreille. Donc c'était la première fois que je voyais ça moi dans un patron. Mais vraiment pas mal. Pas mal du tout. Et voilà, et ensuite ici on a un I-cord que j'ai fait également avec 2 fils. Et ce patron, il y a plusieurs tailles. Il y a même trop de tailles, ce qui fait que je ne savais absolument pas quoi choisir. Je me disais, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne la taille genre naissance? En fait, les tailles, elles sont beaucoup trop rapprochées. C'est-à-dire que c'est 0-1 mois, 2-3 mois, 3-4 mois, je suis là, mais je sais pas moi si je veux que le bébé il puisse le porter immédiatement ou dans un mois. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait au début j'étais partie sur la taille, je crois, peut-être 2-4 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça taillait assez petit. Et j'ai fini par faire la taille 6-9 mois. Mais je pense que le patron taille très petit. Ou alors, j'avais pas exactement le bon échantillon, je sais pas bien. Mais la circonférence de mon bonnet, là, j'ai mesuré, ça fait 33 cm. Donc c'est quand même assez petit. Sur le patron, il disait que la taille 6-9 mois, c'était censé être 37 cm. Et j'ai quand même moins. Donc voilà. Je suis contente d'avoir fait ça parce que je me dis que sinon ça aurait été beaucoup trop petit. Je pense. Enfin, l'intérêt, c'est quand même. Enfin, il vaut mieux un truc trop grand, quitte à ce qu'au début, pendant les 2 premiers mois, ce soit un peu grand, mais qu'il puisse toujours le mettre. Et qu'après ça aille bien, plutôt que ça aille parfaitement au début, mais qu'en fait, au bout de 2 mois, il puisse plus le porter. Voilà, normalement il y a un pompon au-dessus, j'hésite encore à le faire ou pas, faut que voilà, je réfléchisse si je le fais ou pas. Modification par rapport au patron, j'ai changé la grille de jacquard pour que ce soit uniquement en 2 couleurs et que ça matche avec mes moufles. Là les moufles, ici on a un tout petit truc de jacquard là, genre une petite genre de fleur à 4 mailles, et ben voilà, j'ai refait ce petit motif là ici pour que ça rappelle un peu plus ça. Voilà, donc j'ai modifié la grille de jacquard très 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 simple, hein. Si vous voulez je vous ferai un petit dessin là de la grille de jacquard. Ensuite j'ai fait les petits gants qui sont absolument beaucoup trop mignons. Donc ça c'est le modèle Baby Starlet Mittens numéro 1, parce qu'il y a un numéro 2 aussi, mais je préférais le motif du numéro 1, de Carolina Adamskik, donc qui est également un modèle gratuit et qui lui, c'était quand même beaucoup plus simple, était une taille unique. Donc comme ça au moins j'avais pas trop le choix. Et donc là j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour le jacquard et 3 mm pour les côtes. J'aurais pu faire des côtes en 2,5. Mais bon, c'est pas grave. Ça va très bien. La seule modification que j'ai fait sur ce patron, c'est qu'il y a une ligne normalement ici, là, juste au-dessus de la grosse ligne, qui était là, et que je sais pas, j'ai pas fait, j'aimais pas ce que ça rendait visuellement. Bon, c'est du détail, hein, mais voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur ce patron, c'est en fait l'arrière. Je trouve que ça fait un côté très moderne d'avoir ces lignes géométriques. Voilà. Juste, je suis fan. Et enfin, j'ai fait des petites chaussettes. Donc ça, c'est le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Également un patron gratuit et également en taille unique. On adore. C'est un patron qui a 36 mailles. Et elle le tricote en aiguille 2,5. Et moi, j'ai décidé de le tricoter en aiguille 2,25 pour que ce soit encore plus dense. Voilà.
on peut l'avoir comme ça là, complètement enfin sans le petit revers. Et c'est un modèle qui a des côtes de 2 sur la tige et sur le dessus du pied. Ça peut adapter plusieurs tailles et ça c'est vraiment pas mal pour le bébé, c'est-à-dire qu'il peut le porter plus longtemps. Donc ça c'est bien. Et moi la seule chose également que j'ai pas faite, c'est à l'arrière, là normalement il y a des mailles glissées pour faire un talon renforcé, comme des chaussettes pour adultes quoi. Et moi je les ai pas faites parce qu'en fait je trouvais pas trop l'intérêt pour des chaussettes de bébé. Je veux dire, il va pas les porter, je veux dire, il va pas marcher, donc en fait il va pas y avoir d'usure à cet endroit-là. Et visuellement, je trouvais que ça faisait pas très beau d'avoir les côtes de 2 et ici les mailles glissées qui font un aspect de côte 1-1. Je trouvais pas ça hyper beau, donc j'ai fait ça comme ça et c'est juste beaucoup trop chou, que ce soit avec ou sans revers. Adorable. Donc voilà, très contente de ça, hyper addictif, j'ai envie d'en faire plein maintenant alors que je pas d'intérêt. Voilà, projet terminé. Et ben finalement j'ai pas mal tricoté, hein. J'ai pas chômé. Autre chose à vous montrer, alors là ça va être assez rapide et c'est un petit peu moins sexy comme projet, mais j'ai fait une petite, je sais pas comment on dit en français, un genre de petit chiffon, ouais c'est ça, un petit chiffon, un dishcloth en anglais. C'est beau avec la lumière rasante, là on voit bien l'aspect très gaufré. Voilà, donc ça c'est un petit chiffon que j'ai fait à partir d'un patron, alors je sais plus, je vous remettrai le nom, un patron gratuit. Honnêtement, on en trouve plein qui ont exactement le même motif, c'est une alternance de maille envers et de maille endroit. Pour faire un côté voilà, un peu gaufré, bien moelleux et plus absorbant. C'est donc quelque chose que j'utilise pour la cuisine, pour la maison, tout ça. Faut savoir que moi j'achète pas d'essuie-tout depuis vraiment de nombreuses années. J'essaie de limiter tout ce qui est jetable, voilà, à usage unique. Et l'essuie-tout, voilà, hein, c'est à usage unique. Et en gros, j'ai pas d'éponge non plus. Voilà, et en gros, j'aime bien avoir des genres de petits chiffons pour nettoyer la cuisine principalement. Ou même nettoyer, voilà, à chaque fois qu'on a une tâche, à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe par terre, qu'il y a de l'eau ou quoi. Voilà. J'ai plein de petits chiffons comme ça. Et j'avais très envie de faire des trucs tricotés parce que je trouvais ça joli, que voilà, j'adore tricoter, donc j'ai envie de tout tricoter, ce qui existe. Et en vrai, j'arrête pas d'avoir plein de modèles et j'ai trop envie d'en faire plein. Maintenant, j'ai envie de me faire des essuie-mains aussi. J'en ai vu sur le site de Pearl Soho qui propose plein de patrons gratuits. Il y en a un que j'aime trop, je vous en remettrai là, avec des formes de diamants. Pareil, une alternance de maille envers, maille endroit. Hyper beau, je vais le faire, c'est sûr. En attendant, celui-ci, donc je l'ai fait en coton. Ce genre de choses, ça se fait en coton. Et en fait, j'avais très envie de faire ça. Et en même temps, toujours dans mes trucs un peu extrêmes, mais en fait, je ne veux pas acheter de coton neuf parce que le coton a un fort impact environnemental. Voilà. Le coton, c'est pas un truc tout beau, tout naturel, tout génial. Non, c'est vraiment, ça utilise énormément d'eau, énormément de pesticides. Les conditions dans lesquelles les agriculteurs travaillent, c'est pas terrible. Les agriculteurs, et même pour filer la laine, ensuite pour faire les vêtements, bon ça c'est encore autre chose, mais vraiment rien que pour l'étape de la fabrication de la fibre. C'est très impactant pour l'environnement. Donc, je ne voulais pas acheter de coton neuf. Le seul coton que je m'autorise à acheter neuf, c'est du coton bio. C'est pas parfait non plus, mais on va dire que ça, je l'autorise. Et
en fait, bah, j'ai pas envie d'acheter du coton bio qui coûte une blinde juste pour faire des petits trucs de cuisine comme ça. Et donc, comme vous savez, j'achète énormément de laine en magasin de seconde main, style Emmaüs, qu'on a en Islande là. Enfin, c'est pas Emmaüs, mais vraiment, ça y ressemble beaucoup. Euh, et il y a vraiment beaucoup de laine, donc c'est trop bien. Et la dernière fois, j'ai donc trouvé du coton. Donc, j'étais très contente. J'ai trouvé la marque Sandnesgarn, la qualité mandarin petit. Mais alors c'est marrant parce que des vieilles pelotes quoi, parce que l'étiquette elle est vraiment vintage. Vous avez vu? Je sais pas du tout de quand ça date, mais c'est assez vieux. Donc j'avais une blanche et une avec des petites couleurs pastel là, comme ça. Je sais pas si ça existe encore, à vrai dire. Peut-être que ça existe plus, que c'est tellement vieux que ça n'existe plus. Voilà, bon, les petites couleurs pastel comme ça, c'est pas mon délire, mais justement, des petits trucs de cuisine comme ça va très bien, ça fait très bien l'affaire. Et bon, rien de particulier à dire là-dessus, hein. J'ai tenu donc les deux brins tricotés ensemble. Un brin, sur l'étiquette, il dit que ça se tricote en 3 mm. Les deux, je les ai tricotés en 3,5 pour que ça fasse un truc quand même un peu dense et qu'il soit pas tout mou quand on l'utilise une fois que c'est mouillé. Et la chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai fait un long tail cast on pour le montage et pour le rabattage. En fait, au début, j'ai fait plusieurs méthodes et à chaque fois, je trouvais ça moche. Et du coup, j'ai fini par faire un rabattage à l'islandaise. Donc ça tombe bien pour, voilà, on est en Islande. Mais j'avais déjà entendu parler de cette méthode, mais je l'avais jamais testée encore. Voilà, le rabattage, je crois que c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais en gros, le rabattage à l'islandaise, c'est un rabattage qui est très bien pour le point mousse, ou bien, en fait, c'est un rabattage qui imite pas mal le Longtail Caston, justement, parce que il a le même style, des petites touc. On n'a pas de chaînette en fait. Vous voyez, ça c'est mon rabattage et ça c'est mon montage. Voilà, donc c'est un truc assez similaire. Donc contente d'avoir testé cette méthode de rabattage. J'ai regardé un tuto sur la chaîne de Claude Tricot qui est hyper bien expliqué comme d'habitude. Ensuite, je suis en train de tricoter des mitaines, non pardon, des moufles. C'est toujours compliqué parce qu'en anglais c'est mittens et du coup j'ai tendance à dire mitaines alors que voilà, des mitaines bah, c'est un truc coupé là. Alors j'ai terminé ma première mitaine. J'ai toujours pas rentré les fils ni bloqué, mais la voilà. Elle est hyper belle, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Seven Side Mitts de Annabelle Williams. Donc ces moufles-là, c'est un modèle bien texturé tout en torsade. À l'intérieur de la main, il y a mes fils, il n'y a rien, c'est juste du jersey. Et de ce côté-là, on est sur un truc texturé en torsade. Et ça, en fait, c'était la deuxième fois que je faisais des torsades. Donc en dehors de voilà, mes pulls, celui-ci, un Ensillumi et un Ruska pullover. Et on n'est pas sur le même niveau de torsade. Elles sont quand même un peu plus dures, celles-là, je trouve. Elles sont plus travaillées et beaucoup plus difficiles à suivre. C'est-à-dire que celui-ci, comme je vous l'expliquais, on a en fait les torsades qui évoluent dans un fond de jersey en verre. Et donc déjà, c'est du jersey en verre partout. Et ensuite, au bout d'un moment, en fait, on sait dans quelle direction on comprend que c'est une forme de losange. Donc on sait que le rang d'après, je me rapproche que voilà, quand on est là, le rang d'après, ça va être décalé de une maille un peu plus sur le côté, puis de une maille, puis d'une maille, puis une maille, et puis ensuite là, on va repartir dans l'autre sens. Donc en fait, ça, on arrive à le lire, on arrive à le comprendre, et on arrive à savoir ce qu'il faut faire au rang d'après. Sur ces modèles-là, c'est pas évident, hein. Déjà, au tout début, vraiment, je m'y suis repris à plusieurs fois parce que je sais pas, il y avait toujours un truc qui allait pas, je me gourais. Et en fait, ce qu'il y a,
c'est que on a du jersey en vert là à l'extrémité, enfin le genre de motif là de cœur, il est dans un fond de jersey en vert, mais à l'intérieur du motif de cœur, on a alors je sais jamais comment ça s'appelle, mais du point de riz ou du point de blé, soit l'un soit l'autre, là on voit bien. En fait on a, vous savez, c'est des côtes, mais au rang d'après les côtes sont inversées, c'est en quinconce. Et du coup, c'est très difficile de savoir en fait le rang d'après qu'est-ce que ça va être, quoi. C'est un peu compliqué, sachant que aussi sur ce modèle-là, à chaque fois là, c'est une seule maille qu'on vient décaler d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est assez marrant. En fait, vous voyez, les torsades, on dirait qu'elles ont 2 mailles. Mais en fait, en réalité, c'est 3 mailles. On a une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Et en fait, la maille en vert, elle va s'effacer. On la voit absolument pas là, la maille en vert. Elle s'efface et je pense qu'elle se met un petit peu en retrait et ça permet de mettre les 2 mailles en droit un peu plus en avant. Ça permet de jouer un peu sur le relief, je pense. Mais du coup, ça complexifie encore plus le patron. Et puis voilà, et en plus de ça, c'est des torsades qui se déplacent également. Voilà. Donc au tout début, franchement, les quelques premiers rangs, c'est pas évident de se retrouver. Mais après ça va. Franchement, après avoir fait quelques motifs, c'est bon. Faut juste bien se concentrer, on peut pas regarder la télé pendant qu'on fait ça. Enfin moi en tout cas je ne peux pas. Mais voilà, faut juste être concentré et on fait que ça et ça se passe très bien. La seule modification que j'ai fait sur ce patron, c'est que vous voyez là, on a donc tout ça de côtes. On a beaucoup de côtes parce qu'en fait c'est quelque chose qui se porte avec les poignets repliés comme ça. Je trouve que ça rajoute un truc assez intéressant, je trouve, à la moufle. Ça fait vraiment un côté encore plus cosy. Et en fait, là comme ça c'est des côtes torse. Et si on veut quand même les garder dépliées, c'est un peu dommage parce que c'est des côtes normales. Donc c'est vraiment très important de les garder dépliées. Sauf que, en fait, le patron, il est fait... Comment dire ? Si vous tricotez vraiment comme ça, là, dans ce sens-là, sans jamais changer de sens, il faut que ce soit l'intérieur qui soit torse. Et donc, pour que ce soit l'intérieur qui soit torse, il faut faire, quand on fait des côtes, il faut que ce soit les mailles que l'on tricote à l'envers qui soient torse. Et des mailles envers torse, c'est vraiment horrible à faire. Je trouve ça vraiment très difficile et pas agréable. Et vous imaginez faire tout ça avec toutes les mailles envers torse. Donc voilà, le patron l'écrit comme ça. J'ai vu ça, j'ai dit, ah non, là ça va pas être possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté j'ai tricoté à l'envers en fait. Enfin, quand j'ai tricoté, voilà. Je suis en train de faire la deuxième, là je vais vous montrer. Je tricote comme ça, et là je fais des mailles en droit torse uniquement, et les mailles envers, c'est des mailles normales. Et les mailles en droit torse, il n'y a aucun problème. Moi j'ai pas de difficulté du tout, ça ne me dérange pas. Et en fait ce que je fais, c'est qu'ensuite il faut que je me retrouve, quand je tricote à l'endroit, il faut que je me retrouve comme ça. Donc en fait je tourne mon travail. Je fais un rang, comme des rangs raccourcis à l'allemande. À un moment, je tourne et je viens tirer mon fil pour faire une maille double. Et ensuite, je peux repartir à l'endroit, normalement, en rattrapant un moment après, quand je termine mon rang. Quand j'arrive sur cette maille double, je la tricote comme une maille simple. Et voilà. Et c'est quand même, 1000 fois plus simple que de se faire chier à faire des mailles envers torse. Je suis désolée. Voilà, donc petite astuce. Et donc, je ne vous ai pas parlé de la laine. La laine, c'est ceci. Alors, c'est quelque chose qui se présente en écheveau normalement, mais je l'ai bobiné à la main. J'ai fait des pelotes et pas des cakes parce que j'ai pas de bobinoir. Et donc, c'est la laine Emma de Pernin. J'avais jamais testé cette laine, mais dans
dans une de mes petites merceries à côté de chez moi, il y avait quelques pelotes, enfin quelques écheveaux de cette laine qui étaient à moins 40%. Voilà, j'ai profité de la réduction pour acheter ça et pour tester cette laine qui est une laine mix. Il y a 50% de laine mérinos et 50% de laine Shetland, et qui est assez intéressant parce que du coup on a le côté vraiment bien résistant et voilà, laine bien ronde et à longue fibre, voilà, de la Shetland, qui permet en fait, enfin voilà, la Shetland elle est notamment très connue pour faire des beaux jacquards, et on a en même temps 50% de laine mérinos pour la douceur. Et franchement, moi je la trouve quand même assez. Alors elle garde le côté rustique, mais j'ai pas l'impression qu'elle pique. Voilà, donc franchement, laine assez intéressante, et sachant que en fait c'est une laine cardée. En fait là je commence un peu à m'intéresser à ces histoires de... Enfin c'est vrai qu'avant je me posais pas trop la question. Voilà, il y a tellement d'horizons à explorer dans la laine quand on croit connaître, voilà, quand on s'est intéressé vite fait aux différentes races de laine. Non, en fait il y a encore plus de choses à s'intéresser que simplement les races de laine. Donc, la laine, donc il y a la différence entre laine cardée et laine peignée. En anglais, laine cardée, c'est la woolen spun, et laine peignée, c'est la worsted spun. Et les laines, on va dire, classiques, c'est de la laine peignée, où ça fait un fil en fait qui est beaucoup plus régulier, comme par exemple comme la Baby Merinos. Qui on a vraiment un côté très régulier. Et la laine cardée, ben, elle n'a pas ce côté vraiment lisse, la fibre n'est pas lissée, elle n'est pas peignée. Et alors je ne sais pas exactement le fonctionnement de ça, comment elle est fabriquée exactement, mais en gros ces laines-là, elles sont plus gonflantes. Et donc la laine cardée, elle a un côté un peu plus... je sais pas si vous allez voir, mais un peu plus poilu presque, voilà. Et en fait, cette laine-là, la laine Emma de Pernin, elle est catégorisée comme une déca, et pourtant, elle a un métrage un peu plus de sport. On est sur 50 grammes pour 170 mètres, ce qui fait du 340 mètres pour 100 grammes. Donc on est, ouais c'est ça, on est à peu près sur de la sport, il me semble. Métrage de sport, et pourtant elle a bien un échantillon de déca. Ça, c'est permis par le fait que ce soit une laine cardée. Et en fait, ce métrage de sport, c'est vrai que quand on la regarde comme ça, elle paraît quand même assez fine. Bah, d'ailleurs, si on la compare avec si on regarde les deux ensemble, la Baby Merinos, c'est celle-là. Donc la Baby Merinos qui est une sport. Ouais. Elles font à peu près la même taille. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la laine cardée, elle va gonfler, notamment au blocage. Une fois qu'on la lave, elle va vraiment prendre toute la place. Et voilà, c'est ce qu'on appelle en fait des laines gonflantes. Elle va prendre toute la place, et elle va remplir les trous qu'on peut avoir en fait au moment où on la tricote, et on peut trouver que c'est un peu déjaugé. Et donc par cette structure-là, ces laines permettent d'avoir vraiment en fait de donner des ouvrages très légers et quand même très chauds, parce qu'en fait leur structure justement cardée, plus gonflante, ça va emprisonner plus d'air, et donc c'est ça ce qui permet d'avoir chaud. Ensuite, le truc qui est intéressant avec les laines cardées, c'est qu'elles peuvent être utilisées en fait avec plusieurs tailles d'aiguilles. Donc c'est des laines qui sont assez polyvalentes. Et voilà, du coup c'est très intéressant. Voilà, notamment si on veut faire vraiment des gros pulls, où on sait que ça va être des pulls assez lourds, parce que par exemple des pulls avec beaucoup d'aisance positive ou assez longs, ou des pulls pour hommes, ça peut être intéressant de prendre des laines cardées
pour ne pas avoir un pull qui pèse une tonne. Et voilà. Et donc j'aime vraiment beaucoup l'idée d'Hélène Carley. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, quand je l'ai tricoté, alors l'échantillon sur le papier dit 22 mailles pour 10 cm. Et honnêtement, je ne suis pas du tout arrivée à 22 mailles. Ce que j'ai fait quand j'ai voulu la tricoter, c'est que j'ai fait des tests avec plusieurs tailles d'aiguilles. J'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon avec plusieurs tailles d'aiguilles pour un peu voir le vrai échantillon, ce que ça donnait. Voilà, alors ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai suivi la petite astuce de Imelda du podcast de Méthylène qui disait qu'elle, pour se souvenir en quelle aiguille elle a fait ses échantillons, elle crée des trous dans ses échantillons en faisant des jetés, enfin des techniques de dentelle, quoi, jetés et de mailles endroit ensemble, pour savoir quel est le numéro d'aiguille qu'elle a utilisé. Donc là, par exemple, ici, j'ai 4 trous, donc c'est un échantillon 4 mm, enfin tricoté en 4 mm. Ici j'ai 3, et ensuite j'ai un trou au-dessus, puis un deuxième trou au-dessus, donc ça c'est les quarts d'aiguille, quoi. Si j'en avais fait qu'un seul, ça aurait été 3,25, 2 c'est 3,5, si j'en avais fait un troisième, c'est 3,75, et le dernier échantillon ici, là, c'est 3 mm. Sur l'étiquette de la laine, ils disent que ça se tricote en 3,5-4 mm. Voilà, donc ça dépend ce qu'on veut obtenir en fait comme type d'ouvrage. Pour des moufles, il fallait quand même que ce soit assez serré. Donc au début, je voulais les faire en 3 mm, sauf que j'arrivais pas à avoir le bon échantillon. Donc, je vais vous dire, si je reprends l'échantillon du patron, il faut avoir 24,5 mailles sur 34 rangs. Et elle précise que c'est très important d'avoir aussi le nombre de rangs qui correspond pour pouvoir avoir une taille de moufle qui correspond aussi. Parce que comme on suit exactement des motifs, il faut que ça corresponde à la taille de la main. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mesurant mes échantillons, alors là, je voulais bloquer, je les ai lavés, je les ai bloqués. En fait, en mesurant mon échantillon bloqué, je me suis rendu compte qu'en 3,5 mm, j'avais exactement le bon échantillon. 24,5 mailles sur 34 rangs. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la taille 3,5 mm pour mes aiguilles. Autre projet en cours, je suis en train de tricoter un Oslo hat pour mon copain. Voilà, donc j'ai bien avancé et c'est chouette. Je sais pas combien je suis là, mais je pense que je vais bientôt pouvoir... Enfin, pour l'instant, c'est juste un simple tube. Hein. Mais vous savez, le Oslo hat, il a une triple épaisseur au niveau du revers, au niveau des oreilles. Et donc, faut pas mal tricoter avant de pouvoir faire le revers. Je tricote ce bonnet en Daisy de Drops, qui est une laine mérinos non superwash, épaisseur DK. Et ça fait longtemps que je voulais tester cette laine parce que je suis très contente que Drops ait sorti une laine mérinos non superwash, parce que j'adore le non superwash. Et c'est vrai que pour les bonnets, moi je me concentre principalement sur du mérinos parce que franchement la partie du front est quand même très sensible. On est souvent, même avec un bonnet du commerce, je trouve qu'on est souvent en train de se gratter le front. Voilà, bref. Du coup, j'ai voulu tester cette laine-là. Je l'ai pris en coloris bleu marine, coloris 19. Voilà, bon là vous le voyez vachement foncé forcément, mais il est assez foncé. Mais bon, c'est beau. Moi j'aime bien. Et en fait, j'ai entendu pas mal de retours de personnes disant que la Daisy de Drops avait tendance à vachement boulocher.
que voilà, que c'était pas une laine de très très bonne qualité. Mais je me suis dit que pour un bonnet, ça ne poserait pas de problème parce que voilà, les choses qui boulochent, c'est quand il y a du frottement. Donc sur un pull, il y a beaucoup de frottement. Voilà, les bras avec le corps, quand on met des vestes et tout ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait du frottement. Sur un bonnet, a priori, il n'y a pas de frottement. Sauf si on met une capuche par-dessus, mais quand même beaucoup moins que sur un pull. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être vraiment la bonne laine à utiliser pour ça. J'aime vraiment bien la définition du point. Je la tricote. Alors j'ai pas les bonnes aiguilles parce que j'avais besoin des aiguilles 3,5 mm, donc j'en ai mis d'autres, d'autres pointes. J'ai des aiguilles interchangeables de chez Adiclick. J'ai mis d'autres pointes là en attendant, pour pas que le truc se barre. Et donc 3,5 mm, et ça fait un truc assez beau quoi. J'aime bien en fait, c'est le principe du bonnet, faut que ce soit bien dense. Ça c'est chouette. Et en fait j'ai acheté un câble de 40. En gros j'ai pas de kit de Adiclick, j'ai juste un long câble classique là de 80 cm et 3 paires d'aiguilles. Et j'ai acheté un câble de 40 cm parce que franchement les bonnets en Magic Loop c'est hyper chiant parce qu'en fait on peut pas vraiment faire un Magic Loop, en tout cas avec un câble de 80 cm on fait un genre de demi Magic Loop mais c'est pas agréable du tout. Du coup j'ai acheté ça et c'était la première fois que je tricotais un truc une petite circonférence avec. Mais ça je l'ai tricoté en 2 jours. Ça me ressemble pas de tricoter un truc comme ça aussi rapidement. C'était vraiment hyper agréable. Et enfin, mon prochain gros projet qui m'attend, c'est un autre pull islandais, qui n'est pas pour moi cette fois-ci. Donc première fois que je tricote un gros projet pour quelqu'un d'autre. En gros, je fais un pull islandais pour un ami, parce que en fait on fait du troc. En gros, j'avais besoin d'un vélo et lui, il adore bricoler les vélos. Du coup, on a fait le deal qu'il me trouve un vélo de seconde main, il me met des bonnes pièces dessus, il le bricole pour qu'il soit optimal et moi je lui fais un pull islandais. Et du coup, j'ai mon vélo depuis 2 mois maintenant et pour le pull, c'est un peu plus compliqué. Parce que je lui ai demandé qu'il choisisse le modèle qu'il voulait et en fait on est parti vraiment sur du sur mesure. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de truc qui lui plaît exactement et voilà, donc du coup je tricote quelque chose en prenant donc une base de patron mais en rajoutant certains éléments et en modifiant l'épaisseur de la laine et en faisant un cardigan. Donc en le stickant, vous savez, en coupant au milieu, pour ensuite insérer une fermeture éclair ou bien mettre des boutonnières avec des boutons. Voilà, donc ça fait beaucoup pour moi parce que je ne suis absolument pas designeuse, je n'ai pas de notion de modélisme. Je suis créative, mais bon, de là à savoir créer un patron et tout ça, c'est pas non plus... de créer des motifs, c'est pas non plus hyper instinctif. Le modèle sur lequel on est parti, on va changer l'épaisseur de la laine, au lieu de le faire en liette lopi, on va le faire à la fausse lopi. Voilà, et ensuite, sticker un cardigan, j'ai jamais fait. Mais en fait, je suis trop contente de faire tout ça, parce que ça va m'apprendre énormément. Sticker, j'ai trop envie de tester la méthode du stick, là, qui fait si peur, de couper, t'as ton projet tout terminé, et à la fin, tu coupes dedans, quoi. Genre, je trouve ça trop bien. Voilà, donc, on avance sur le projet, c'est-à-dire qu'on est parti sur un des patrons de Raquel, pour laquelle j'ai testé le pull islandais que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce patron, il s'appelle Healing Lopapessa. Oui, parce que Lopapessa, c'est le nom islandais pour pull. Mais c'est pas seulement un pull, genre Pessa, c'est un pull, et Lopapessa, du coup c'est un pull en laine, mais c'est un peu
Bah, c'est le pull en laine islandais en fait, ça s'appelle comme ça, l'Opape ça. On est parti donc sur le Healing Cardigan, je vous mets la photo là. Et en fait, il m'a demandé si je pouvais rajouter un petit motif de renard à un endroit. Alors je sais que des pulls avec des têtes de renard, il en existe plein en fait. Mais je sais pas, il n'y en avait aucun qui lui plaisait. Du coup, on est parti sur celui-ci. J'ai pris la grille de jacquard et j'ai modifié en ajoutant une petite tête de renard. Alors je vais pas vous montrer la grille que j'ai modifiée parce qu'elle reprend quand même pas mal des bases du modèle initial. Et ensuite, il a voulu choisir les couleurs et en fait il y a genre beaucoup de couleurs. Il est parti genre sur vouloir un dégradé de gris. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas juste avec 3 ou 4 couleurs. Là j'ai 7 couleurs différentes. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc en gros, on a fait une grille et je veux essayer de... Avant de partir sur le pull, je vais tricoter donc 2 répétitions du motif pour avoir une idée de ce que va rendre le pull. Et pas avoir à défaire le pull 50 fois parce que ça n'ira pas. Et au moins comme ça, voilà, si ça ira pas, bah, je redéferai ou je referai un autre échantillon à côté. Voilà. Donc je sens que ça va être compliqué. J'espère qu'il l'aura quand même avant la fin de l'hiver. Bon, l'avantage de l'Islande, c'est qu'en fait les pulls islandais, on les porte même en été. Mais quand même là, ça va être un pull assez gros en Alafoslopi. Alors Alafoslopi, c'est... je vais vous montrer. C'est des grosses pelotes. Je trouve que c'est en fait équivalent bulky. Voilà, donc Alafoslopi, c'est des grosses pelotes comme ça. Et voilà, Alafoslopi, c'est celle-là. Et là, on a Alafoslopi, ils disent qu'en fait on a 100 grammes, 100 mètres. Et que ça se tricote en aiguille 5,5, 6,5. Donc il est parti sur ce coloris-là, comme coloris de fond, parce que c'est un coloris chiné, qui est trop beau. Et voilà, il a eu un coup de cœur sur le côté vraiment coloris chiné. Donc c'est chouette. Et ensuite, dégradé de gris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé en magasin de seconde main des pelotes de Pleutelopi. Et j'ai trouvé genre exactement toutes les couleurs de gris qui existent. Il faut savoir que la Alafoslopi, elle peut être remplacée par de la Pleutelopi en triple. Vous voyez, là, il y a 3 brins de Pleutelopi. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, si, vous voyez, je pense. Vous voyez ma tête. Bref. 3 brins de Pleutelopi. Et les 3 brins de Pleutelopi, si on les prend et qu'on les met ensemble, comme ça, tac, et bah, on a bien la même épaisseur que de la Alafoslopi. Bref. Donc du coup je suis contente parce que comme on n'est pas sûr en fait de valider ça comme couleur, ça m'évitait d'acheter plein de pelotes d'Alafoslopi. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai commencé à tricoter, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, pour l'instant j'ai tricoté ça. Alors j'ai fait, en plus je suis contente, là aussi, autre nouvelle technique que j'apprends, j'ai fait un échantillon rond. Vous voyez, j'ai tous mes fils tendus à l'arrière là. Parce que pour du jacquard, c'est quand même un peu compliqué de faire un échantillon, sinon il faudrait couper à chaque fois et reprendre le fil. Et moi, l'idée c'est que je veux pouvoir réutiliser ma laine, même si la laine islandaise, elle se reforme rapidement en frottant comme ça les brins. Ce sera quand même plus simple plutôt que de reformer tout ça. Donc voilà, donc là, j'ai fait un échantillon rond, donc grosse première nouveauté. Et pour l'instant, j'ai tricoté ça. Donc voilà, pour l'instant, il y a ça. Ensuite, je vais encore tricoter un chouïa. Et après, il va y avoir les renards, là. Et en gros, les renards, pour que ça rentre, et ben, un renard, ça va prendre 3 gros losanges comme ça. Enfin, pas exactement 3, mais presque.
Voilà, et je voulais aussi tricoter un échantillon comme ça pour voir, parce que j'ai un peu peur que en gros les renards, ils apparaissent très très gros sur le pull, vous voyez. Là, parce que comme c'est à la fois sloppy et pas en liette loppy, j'ai peur qu'il soit gros. Mais c'est joli quand même. Voilà, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de tricoter la suite. J'ai hâte qu'on discute de tout ça avec mon ami, qu'on valide de tout et que je fasse le pull final. Mais j'ai trop peur de m'oublier. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre un autre de patron de Raquel et que je vais voir le nombre de mailles qu'il faut pour la fausse Lopi. Elle a des patrons à la fausse Lopi. Voilà. Donc je vais essayer de jouer comme ça avec le nombre de mailles et savoir ce que je dois faire pour ce que je dois utiliser comme nombre de mailles pour celui-ci. Et voilà, puis en espérant aussi, comme c'est un patron pour homme, j'ai jamais fait de pull pour homme, je sais que les dimensions ne sont pas les mêmes, notamment les épaules sont plus larges, donc en fait pour un même tour de buste, on va avoir des épaules plus larges. Donc voilà, et puis il faut faire gaffe aussi à la profondeur d'emmanchure. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc ça fait beaucoup de nouveautés, mais c'est assez chouette. Et franchement, ça me plaît pas mal de tricoter pour les autres. Ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a pas dérangé qu'on soit dans le noir. Enfin, je veux dire, lumière artificielle. Que vous avez bien aimé les projets que je vous ai présentés, en espérant que vous tricoterez bien pour Noël, pour les fêtes, ou pas d'ailleurs, ne pas se mettre la pression en tricot, c'est bien aussi. Et à la prochaine vidéo. Salut!